Bonjour à toutes et à tous. Avec Marguerite Espada, Frédéric Echelbergner et moi-même, Jordi Gibert, de l'équipe FME BRMS, on va vous présenter les nouveautés de cette nouvelle version de FME Desktop 2019. Safe Software nous a très bien habitués à présenter à chaque nouvelle version de nombreuses nouveautés, ce qui est très bien. Et année après année, il nous surprend. On se pose toujours la question de qu'est-ce qu'ils vont sortir dans la prochaine version, s'ils vont nous surprendre. Et bon, c'est encore le cas, parce que bon, ils ont présenté de nouvelles outils qui nous facilitent le travail, une nouvelle interface graphique plus ergonomique qui nous permet de travailler de façon plus agréable. Alors, concernant l'interface, on va commencer pour présenter les nouveautés à niveau interface. Des nouveautés que à niveau de l'interface qui sont souvent les nouveautés les plus évidentes. C'est celles qui frappent plus à la vue, donc c'est qui nous choque plus. Cette année, on a une nouvelle interface en dark mode, en mode sombre, qu'on va visualiser tout de suite, et nous propose de personnaliser toute l'interface à niveau d'un choix de palette de couleurs. Également, jusqu'à présent, pour la visualisation des données, on devait toujours passer pour Data Inspector. Alors, il y a une nouvelle fonctionnalité de prévisualisation des données, cette fenêtre qui a été rajoutée sur Workbench et qui nous évite de passer continuellement de Workbench à Data Inspector pour la visualisation et l'analyse des données. Également, il y a dans Data Inspector la possibilité de regarder et visualiser les données en mode animation. Et d'autres petites nouveautés qu'on va ici présenter. Alors, si on visualise ces nouveautés, lors de l'installation, le mode habituel en fond blanc, il apparaît. Mais on peut basculer sur le mode sombre en les sélectionnant dans les options FME. Et lors du démarrage, on voit que le mode sombre apparaît. On va voir à quoi il ressemble. On peut voir qu'en apparence, il est exactement pareil, sauf qu'il y a un mode sombre. Bon, on voit qu'en apparence, la seule chose qui change, c'est un fond noir. Alors, allons visualiser un projet où on va retrouver pas mal de transformers pour voir ce que ça donne. Et on peut voir que finalement le rendu est assez agréable avec des textes qui sont bien lisibles et une palette de couleurs qui est assez agréable. Comme on montrait tout à l'heure, ce paramétrage, cette personnalisation de l'interface, on peut la réaliser sur les options de FME et sur la apparence, où on peut basculer du mode blanc au mode sombre. Et ici, il y a plusieurs options de personnalisation de couleurs de bookmark, de commentaires, et également sur les polices et les tailles de transformers. Une nouvelle nouveauté, c'est que on peut, jusqu'à présent, les transformers très longs, on voyait qu'ils étaient découpés. Tous les transformers avaient une taille constante. Aujourd'hui, les transformers peuvent s'adapter à la taille du texte de nombreux transformers. Alors, si on fait attention à ces traitements, on voit que tout d'abord, on a ici une lecture de données. Il y a deux couches qui sont lues et deux inspecteurs qui sont connectés. Je veux lancer cette partie du traitement. Et on peut voir ensuite qu'il y a cette nouvelle fenêtre qui apparaît. Ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure de la prévisualisation des données. Bien sûr, des fois, cette fenêtre peut paraître un peu petite, mais bon, ça peut être très utile, parce qu'en fonction des données, on peut l'adapter. Si on a une donnée qui est uniquement attributaire, on peut enlever la carte, par exemple. Ça nous permet de travailler assez bien. Et également, si on a la donnée graphique, on peut voir uniquement la donnée graphique. On peut visualiser, si on veut, les données de format. Ce qui est intéressant aussi, c'est la possibilité de rajouter des fonds d'écran. Les versions précédentes, on devait passer par les options et paramétrer
les fonds de plan ici. Aujourd'hui, tous les fonds de plan qu'on paramètre, là maintenant, il y en a un seul. Mais tous ceux qui sont paramétrés, ils sont affichés ici. Et on peut basculer de l'un à l'autre et les afficher et changer facilement. Une autre nouveauté du fait de travailler avec cette prévisualisation des données, c'est que lorsque j'active le cache, je peux par exemple lancer toute cette partie que je sélectionne et charger les données en cache, ce qui me permet qu'ensuite tout est chargé. Une fois tout est chargé, je peux facilement basculer d'une donnée à l'autre. Par exemple, là maintenant, j'ai sélectionné un point online overlayer et j'affiche ici les deux sorties du transformer. Alors, à chaque fois que je change de transformer, la fenêtre de prévisualisation, elle s'adapte. Si j'ai choisi plusieurs transformers, je vais afficher toutes les données en sortie de tous les transformers. Si jamais je trouve que la fenêtre elle est trop petite pour cette prévisualisation, bien sûr, je peux, en cliquant sur ces boutons, envoyer toutes les données sur les data inspectors et je retrouve les data inspectors qu'il y avait sur les versions précédentes. L'interactivité qu'il y a entre les transformers et la prévisualisation des données, elle continue à se faire pendant que je fasse pas le cache. Par contre, dans Data Inspector, je vais toujours garder les données que j'ai envoyées lors de l'ouverture de Data Inspector. Encore une nouveauté au niveau de visualisation des données, c'est la possibilité de visualiser les données en mode animation. Par exemple, ici, j'ai un petit projet où je vais avoir une série d'images aériennes avec des différentes dates. Qu'ensuite, je vais ordonner par date et je vais les envoyer à l'inspecteur. Vous pouvez voir plus clair, j'ouvre le Data Inspector et j'ai ici une seule couche avec toutes les images. On a la possibilité d'activer le slideshow qui nous permet de choisir une fréquence et par exemple le mettre en mode répétition. Ensuite, je sélectionne mes images, toutes les lignes que je veux sélectionner, elles vont défiler une à une avec la fréquence que j'ai choisie. Cet outil est bien pour voir, dans le cas ici d'évolution d'ortho, mais aussi, par exemple, il est disponible avec les données vectorielles. Les seuls bémols à ce sujet, c'est que dès que j'ai l'actif, je visualise uniquement que la donnée qui défile dans les tableaux. Ça veut dire, par exemple, que si j'ai 3 couches ouvertes, 2 qui me servent de référence, une que je vais défiler, en fait, on voit uniquement celle qui défile. Alors, on perd un peu la donnée de référence. Le seul choix que j'ai, c'est mettre un fond de plan qui me fera des références. Okay. Je vais revenir sur l'aspect qu'a abordé Jordi concernant le cache et puis les exécutions partielles dans FME. Donc le cache, c'est un mécanisme qui est apparu déjà sur FME 2018, mais qui a été amélioré avec cette nouvelle version et surtout qui fonctionne vraiment de pair avec la fonction de le Visual Preview. Donc le plus simple, c'est de vous montrer ça sur mon projet. Donc j'ai un projet qui va ici lire un certain nombre d'images satellites. Ce sont des images qui sont issues du programme Copernicus, du satellite Sentinel-2. Et puis je vais passer en mode, je dirais en mode sans cache, comme on pouvait travailler jusqu'ici avec FME, c'est-à-dire on va prévoir un certain nombre de data inspecteurs dans notre traitement. On va lancer tout le traitement et si je reviens ici, ce traitement il prend à peu près 5 secondes pour s'exécuter. Donc là j'ai pris des extraits des images de façon à ce que ça soit pas trop lent. Mais on a, alors je vais ouvrir le Data Inspector, le vrai. On a ici plusieurs images. Donc ce sont des images du sud de la France, c'est la zone d'Antibes, donc qui date de juillet 2018. Les zones blanches, ce sont les zones où il y a des nuages. Donc j'ai pris 3 images ici pour mon petit exemple.
Dans notre traitement, on effectue une mosaïque sur ces images. Donc la mosaïque, c'est quelque chose qui est effectué ici. Et puis, j'ai implémenté un certain nombre de filtres. Donc dans les nouveautés qui sont apparues en 2018 et qui ont été améliorées en 2019, on a aussi la possibilité d'avoir un certain nombre d'opérateurs sur les images, de ce qu'on appelle d'amélioration de netteté. Donc il faut que je trouve le bon niveau de zoom. Mais vous voyez qu'on a une amélioration assez sensible des images. Bon, ça, vous allez me dire, c'était facile à réaliser, c'est ce qu'on faisait jusqu'ici. Lorsque vous avez un transformer qui a ici un paramètre, donc notamment j'ai un des filtres de netteté qui a un paramètre que je peux faire varier, à partir du moment où je relance avec une valeur différente, jusqu'ici, on avait une réexécution de l'ensemble du traitement. Okay, donc le traitement, sans grande surprise, il va durer à peu près le même temps. Maintenant, si on utilise le cache, comme vous l'a montré Jordi, d'abord, on peut très bien dire à FME, tu ne vas lancer qu'une partie du traitement. Vous le voyez apparaître en surbrillance. Voilà. Et à ce moment-là, dans ma fenêtre de prévisualisation, j'ai directement une correspondance entre chaque étape de mon traitement. Donc, je peux avoir ce système de visualisation par le Data Inspector qui est exactement identique à celui-ci. Ce qui va être intéressant, c'est au moment où on va changer une valeur dans notre traitement. Alors, je vais juste m'habituer au clavier de Jordi, et ça va aller mieux. Automatiquement, maintenant, vous voyez, quand je vais relancer FME, il ne va me relancer que ce qui est strictement nécessaire, sans que vous ayez aucune option particulière à lancer. Alors, je vais éliminer, voilà, cette partie questionnement sur les données à lancer. Et là, vous avez un traitement qui est plus rapide. Alors, la différence n'est pas significative dans ce cas-là. Si vous avez des données qui prennent 10 minutes à lire, vous verrez qu'il y a vraiment une différence très très significative. Donc ça, c'est un gain de temps en termes de mise au point de vos traitements qui est absolument énorme. Donc, c'est pas uniquement quelque chose de cosmétique et de superficiel. J'avoue que le dark mode, moi, je suis assez peu sensible aux changements. Bon, peu importe. Ça, par contre, la gestion du cache, la gestion conjointe avec cette prévisualisation du résultat, c'est quelque chose qui fait une différence tout à fait importante dans les temps de traitement. Voilà, donc pour avoir plus de détails sur ce type de traitement, sur les images, peut-être que si vous avez des questions à la pause, on peut en discuter, mais pour le moment, je vais en rester là sur cette partie gestion du cache. Bonjour, alors avant de vous parler des améliorations des performances et de FME 2019, juste une petite parenthèse, on projette de livrer la francisation FME 2019 entre mi-juin et fin juin, avec comme chaque année 2 setups, un setup dit light et un setup complet. Le setup light a pour intérêt de ne pas charger sur vos postes la documentation francisée, et il faut une connexion web pour aller taper sur notre serveur de localisation. La version complète, pour le coup, installe l'intégralité de la documentation. Une seule adresse à retenir, c'est le Vestor, vestor.vrms.net, donc à partir de mi-juin. En ce qui concerne les améliorations des performances et FME 2019, il y a 2 choses essentielles peut-être à vous dire. La première concerne le dissolver. Le dissolver a été revu. C'était une évolution très attendue par la communauté FME. Il a été revu non pas dans son paramétrage, dans ses paramètres, mais il a été optimisé au niveau de son algorithme pour réduire de manière significative son temps de traitement. Alors, Safe annonce des gains de l'ordre de 72% en fonction du niveau de difficulté de complexité des données. J'avoue avoir eu du mal à reproduire de tels gains. En revanche, quand même, à titre d'exemple, pour environ 300 000 entités polygonales qui étaient autres que des parcelles sur 2 départements qui étaient, je crois, l'Aude et l'Hérault, j'ai quand même réduit de façon significative le temps de traitement. Alors en 2018, c'est presque 300 000 entités ont été dissoutes sans aucun autre paramétrage, sans constitution de liste ni de gestion d'attributs. Elles ont été dissoutes en presque 6 minutes. Avec un dissolver mis à jour, 2019, ce même traitement dans exactement la même configuration a été réduit à 2 minutes 19. Donc c'est quand même assez significatif.
Autre point qui nous paraît intéressant de vous parler, un nouveau reader, Shape, Esri Shape, qui lui pour le coup réduit de façon considérable et significative la lecture des données Shape en entrée. Et donc à titre d'exemple, je vais peut-être vous montrer. Donc on est parti sur 700 000 entités. Je crois que c'est également du parcellaire pour le coup. Et donc si là vous avez sous les yeux le reader classique que l'on connaît jusqu'à présent. Si j'exécute ce traitement, on va avoir le temps de voir défiler ces 700 000 entités. Donc je vais l'interrompre et puis je vais simplement mettre à jour le reader. Et choisir ce nouveau format shapefile. Donc pour l'instant c'est le text preview. Il a vocation à remplacer à l'avenir le shapefile classique, le reader shapefile classique. Et si je mets à jour mon reader, alors la lecture de ces presque 700 000 entités va être quasi instantanée. Donc si je réexécute ce traitement, alors j'ai raté une étape. Non, voilà. Donc vous avez vu, on a lu les 700 000 entités en presque 2 secondes, même pas 2 secondes. Voilà en ce qui concerne les points d'amélioration en termes de performance et de FME 2019. D'autres nouveautés concernent la mise à jour de certains transformers. Par exemple, l'un des transformers qui change un petit peu par rapport à la version 2018, c'est le tester. Alors, c'est une petite modification, mais peut-être c'est important parce que le tester, c'est le transformer le plus utilisé. Alors, ce qui a changé, c'est que on peut voir que dans la version 2018, quand on avait plusieurs clauses, on devait choisir ici le type de test. On pouvait choisir par ou, mais aussi des fois, on était obligé à mettre des parenthèses pour faire des tests composites. Aujourd'hui, avec la version 2019, toute cette partie, toute cette gestion de les clauses, ça se fait dans une nouvelle colonne qui apparaît dans les transformers. Également, il y a des nouveautés sur les transformers change detector. Anciennement, ces transformers, ils détectaient que les insertions et les entités supprimées. Alors aujourd'hui, on peut voir ici, il y a une nouvelle sortie que c'est pour les mises à jour. Donc, il détecte bien les mises à jour. On peut choisir un attribut, par exemple, et il va détecter les entités qui ont été mises à jour par rapport à un attribut. Et une autre nouveauté qui concerne pas un transformer concret, mais tous, c'est que aujourd'hui on a la possibilité d'enregistrer les paramétrages des transformers. On va voir ça un peu en direct. Par exemple, ici, j'ai un traitement où j'ai simplement 2 dates et je vais faire un filtrage par date. Alors ici, on voit le tester et on retrouve en effet que je filtre entre 2 dates. Je dois mettre la clause « et ». Si je voudrais filtrer sur 2 périodes différentes, la clause, ça serait un peu plus compliqué. Alors, je devrais rajouter tous les parenthèses et tous les types pour refaire ma requête. Alors, face à des paramétrages comme ça, qui peuvent être pas simples, il y a la possibilité donc je peux enregistrer. Et par exemple, lui donner le nombre que je veux. Filtre 3 dates, ou 2 dates, par exemple. Ensuite, si je rajoute un nouveau transformer, je peux toujours récupérer mon paramétrage qui est enregistré. Et ça c'est pour concerner tous les transformers. On peut le faire aussi bien avec tester, comme on avait l'exemple, ou tous les autres. Autre mise à jour sur le fonctionnement général, c'est pas sur un transformer concret, c'est à niveau du Python. Lors de l'installation, un message va nous apparaître de si on veut installer l'interpréteur de la version 2.7 de Python. D'accord, ça c'est parce que à partir de la version 2020, l'interpréteur il sera plus disponible dans l'installation. Il faudra le rajouter en plus. Donc il nous avertit déjà, il nous conseille déjà de passer tous nos scripts à Python 3. Aussi, la version de Python, par défaut, passe à être la version 3. Avant, c'était la 2.7, encore là, à partir de la 2019, par défaut, il y a la version 3.
Une autre nouveauté, c'est que la version en parallèle, le traitement parallèle, il disparaît. Le concept de traitement parallèle, il disparaît. Ça, c'est suite à cause de que c'était conçu pour représenter un gain de temps, mais face à la difficulté de son paramétrage, on voyait que c'était pas vraiment un gain de temps très efficace. Donc, il a été revu. Et là, il est uniquement choisi, on peut uniquement les choisir dans les transformers personnalisés. Il y a aussi un nouveau transformer qui est pas vraiment un nouveau transformer, c'est l'Esri Ray Projector. Il était déjà disponible dans les versions précédentes, sauf que il était pour la version Esri de FME. Il utilisait ArcObjects, donc il dépendait aussi d'avoir une installation et une licence Esri dans la machine. Aujourd'hui, le transformer, il a été réécrit de façon qu'il est disponible dans toutes les versions et il a plus besoin de l'installation ArcGIS à côté. Et nouveauté 2019, de nouveaux connecteurs font rentrer en 2019. Donc pour rappel, un connecteur, c'est un transformer qui a une interface spécifique pour se connecter à des services web pour charger, télécharger, lister des objets ou supprimer des objets contenus dans un bucket ou un container. Du côté d'Amazon, on va noter quand même le S3 connector qui remplace les 4 précédents connecteurs qui étaient alors de mémoire le S3 deleter ou remover, je sais plus, le lister object, le downloader et le uploader, me semble-t-il. Donc maintenant plus qu'un seul transformer au lieu des 4 précédents. Et d'autres connecteurs vont faire leur entrée en cours d'année. Un nouveau type d'objet fait son entrée également en 2019, ce sont les paquets ou les packages qui ont pour vocation de rendre un fameux un petit peu plus modulable. Autrement dit, c'est un petit peu à l'instar d'une extension de logiciel où on peut télécharger de façon simultanée plusieurs objets que pourraient être des readers, des writers, des transformers, des scripts Python. Et donc, ça permet à l'utilisateur final de ne pas avoir à réinstaller une nouvelle version de FME, mais simplement à utiliser et à installer les composants qui l'intéressent. Ces packages sont disponibles au format FPKG. Ils sont disponibles soit directement dans le hub, FME Hub, avec une rubrique dédiée ici, donc on n'a plus qu'à cocher package et on tombe directement sur les paquets disponibles, mais également une rubrique directement dans l'interface de Workbench qui permet de gérer ces paquets directement. Alors une nouvelle rubrique dans les options ici. Et donc, il suffit d'avoir une connexion, oui, ça fonctionne, une connexion web. Et donc, j'accède finalement à la liste des packages, des paquets qui sont disponibles. Et je peux également les supprimer. Comme toutes les nouvelles versions, il y a de nouveaux formats qui sont pris en compte par FME. Aujourd'hui, ils sont déjà plus de 400. Alors bon, il y en a toujours toutes les versions de nouveau qui n'apparaissent. Ici, vous voyez la liste de nouveaux formats qui sont pris en compte. On va voir par exemple la lecture native Revit jusqu'à présent. Pour lire le fichier BIM Revit, au format Revit, il était nécessaire de passer par des fichiers intermédiaires. Aujourd'hui, il y a un nouveau reader qui permet de lire directement le fichier Revit. C'est un reader qui est encore en développement, qui apparaîtra bientôt, mais il est déjà disponible en version pas définitive. Également, il y a la possibilité de l'écriture au format I3S d'Esri pour écrire des grandes étendues de données en 3D. Sont lus aussi les meshes de microstation DGN et aussi un format intéressant, c'est tous les formats de compression qui sont aujourd'hui pris en compte. Par exemple, on peut faire un reader shape. Et nous, si on fait attention on essaye de lire les shapes, par défaut, quand on va le charger, on peut choisir les formats de compression. Alors, il y a, par exemple, ici, il y a un dossier, un 7-zip, où il y a plein de dossiers différents. Il y a du map-info, du shapefile. Alors, ici, comme on reader sait que du shapefile, il va ouvrir le shapefile contenu dans ces dossiers compressés, mais uniquement le shape.
si je veux ouvrir un autre format, je devrais faire un reader pour l'autre format. Un autre format qui est pris en compte, c'est le format DICOM. C'est un format d'imagerie médicale. FME Safe Software, il a fait un partenariat avec un institut pour l'étude de tumeurs. Alors bon, ils ont développé des outils et aussi avec de machine learning, ils aident à l'analyse de ce type d'images. Donc, par exemple, si on essaye de visualiser l'une de ces images, comme n'importe quel format, je veux choisir le fichier DICOM. Il suffit d'aller chercher le fichier au format DCM où je veux voir qu'il y a les plusieurs images qui la conforment l'image qui apparaissent. Ensuite, avec le mode qu'on a vu tout à l'heure, le slideshow, je peux défiler les images. Peut-être qu'il y a un médecin dans la salle qui comprend ce que c'est, mais bon, moi, je ne veux pas trop vous dire de cette image, mais... Un autre pari de Safe Software, c'est aussi de écrire dans les formats utilisés pour le moteur des jeux. Par exemple, il y a la possibilité, un writer au format Datasmith qui permet l'export de données BIM, par exemple, à format Datasmith. Comme on voit le cas, ça c'est un export d'un fichier au format IFC qui a été exporté à Datasmith. Ensuite, ce format Datasmith, on peut l'importer dans par exemple, Unreal Engine qui nous permet de faire l'édition. On peut rajouter les textures, des objets et arriver à des rendus qui sont vraiment bien et que bon, sont frappants et bien pour des présentations d'intérieur ou même de paysages ou ce type de présentation 3D. Je vais intervenir une petite seconde ici. Pour vous faire remarquer que c'est vraiment un travail colossal qui a été réalisé là, qui a été réalisé par Alexandre. Je sais pas où il est passé. Voilà, Alexandre, voilà, qui est censé être graphiste et organiser la conférence, mais qui a passé beaucoup de temps sur Unreal Engine. Il a fait quelque chose de remarquable. Je sais pas si vous avez vu. Donc ça, c'est le film d'origine qui a été fait à partir des données générées par FME. On va voir dans la deuxième version, il a rajouté des textures, des paysages à l'extérieur, des objets qui ont été modélisés, notamment le tire-bouchon, la bouteille de vin, des choses comme ça. Sur les écrans, vous voyez, il y a une télé, il a rajouté les films de la conférence. Donc c'est vraiment un très très beau travail. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller l'embêter lors de la pause. Voilà, Alexandre Roy. Merci à lui. Et puis en 2019, Safe a introduit le machine learning avec FME. Et notamment au travers de 2 disciplines, que sont la détection d'objets raster et le traitement automatique de langage naturel. Le traitement automatique de langage naturel, donc c'est une discipline qui est à la croisée finalement de 3 autres disciplines, que sont la linguistique, l'informatique et l'intelligence artificielle, et qui a pour objet de modéliser et de reproduire l'intelligence humaine pour interpréter des phrases, des phrasés, des énoncés, et même des émotions. Le traitement automatique du langage naturel se fait en 3 principales opérations. La première opération, qui est fondamentale, c'est la préparation d'un jeu de données d'entraînement. Deuxième opération, on va passer à une phase d'entraînement, d'apprentissage. Et la troisième opération, c'est véritablement la phase d'interprétation. La première phase, donc la préparation du jeu de données d'entraînement, autrement dit d'un corpus, consiste à constituer un échantillon conséquent de phrases, de sorte à ce qu'ensuite FME puisse les modéliser pour pouvoir les interpréter d'autres phrases dans le futur. Dans l'exemple que je vous présente aujourd'hui, l'idée a été de récupérer des tweets, et donc par FME, on a récupéré environ 2000 tweets sur des comptes officiels de type Météo France, Météo Ciel, Vigimétéo et Météo Média, me semble-t-il. Et on a construit donc ce fameux corpus avec pour idée que FME puisse interpréter des phrases qui traitent de la météo et qui permettent à FME de définir s'il fait beau ou pas beau, tout simplement.
Donc c'est la raison pour laquelle on s'est connecté à ces comptes tweets et puis on a constitué ce premier fichier donc de 2000 phrases avec un nouvel attribut qui s'appelle label là en l'occurrence et donc qui a permis de qualifier chacun des tweets que l'on avait récupérés. Donc dans cette phase, FME nous a beaucoup aidé pour faire du tri, mais c'est une phase qui est très longue, très fastidieuse et qui ne peut se faire, on ne peut pas faire l'économie d'une intervention humaine pour qualifier et continuer à faire ce ménage. Un corpus bien étayé, bien qualifié, permet et garantit une bonne modélisation et donc assure une bonne interprétation de FME. C'est la raison pour laquelle c'est probablement la phase la plus fondamentale dans le traitement automatique du langage naturel. Deuxième étape, c'est la phase d'apprentissage, d'entraînement. On va entraîner FME. Autrement dit, on va modéliser, on va constituer un fichier modèle qui est au format FMD. Pour cela, qu'un seul transformer, le NLP Trainer, dans lequel on va simplement, donc là je vous ai montré la fenêtre de paramétrage, on va indiquer le corpus, le fichier, qui peut être au format CSV. En l'occurrence, là, c'était du CSV, mais ça aurait pu être un fichier Excel, peu importe. On indique le corpus, les étiquettes, les labels qu'il doit utiliser pour constituer son modèle, et puis on paramètre la façon dont il va modéliser les informations. Par exemple, on peut extraire des mots de son apprentissage par des expressions régulières. Troisième étape, on va véritablement dire à FME, donner pour ordre à FME d'interpréter une phrase. Pour cela, qu'un seul transformer, le NLP classifieur. Et il va donc exploiter le modèle qu'on a conçu à l'étape précédente. Donc là, en l'occurrence, je lui indique le modèle qu'il doit utiliser, et puis je lui indique l'attribut qui va stocker le résultat de son interprétation. Donc dans mon exemple, simplement, je vais... alors, je me suis pas préparée. Je vais ouvrir le projet. C'est un projet ultra basique qui a vocation à interpréter justement une phrase relative à la météo. Donc simplement un paramètre publié qui va permettre de donner une valeur à une phrase. Et puis le NLP classifieur qui va exploiter un modèle que j'ai conçu préalablement qui s'appelle modèle météo et un nouvel attribut donc qui s'appelle temps du jour qui va stocker le résultat de mon interprétation. Donc bon, ça fait longtemps que je suis pas sortie. Je sais pas trop le temps qu'il fait, mais en tout cas quand je me suis levée, il y avait quelques nuages aujourd'hui. Alors on va voir. Alors à vrai dire, on est peut-être dans une phase initiale, pour ne pas dire expérimentale, donc ça ne marche pas toujours. Tout dépend de la qualité de mon modèle. Donc je sais pas. Je vais voir si je mets par exemple donc des nuages aujourd'hui. Si je fais des fautes pour la conférence FME. Et si FME et si mon modèle a bien été fait, en principe, il devrait comprendre que quand je mets cette phrase-là, il fait pas très très beau. Pour la conférence FME. Donc là, je suis un peu sans filet, mais... Et le Kali, il m'a trouvé qu'il faisait beau, et donc ça a planté. Alors je vais essayer quand même de vous montrer que ça peut fonctionner. En principe, ça devait marcher. Je sais pas, des nuages, trop de nuages. Je sais pas, est-ce que je peux mettre... Il fait bon, je sais pas, peut-être on va tenter, peut-être qu'il fait beau en fait, tout simplement. Il fait beau aujourd'hui. Il fait beau pour la conférence FME, comme ça on fait du spécifique. Non, je sais pas, il me semble. Bon, alors là, il a marché, il a trouvé beau. Mais je vais quand même essayer de vous montrer que ça marche si on met une phrase, je sais pas, il pleut aujourd'hui. Allez, il pleut aujourd'hui, je sais pas, peut-être qu'il pleut. Donc c'est expérimental. Et il fait beau. Bon, voilà, donc c'est l'exemple de la démo. Enfin, voilà. Je laisse la main à Jordi. Alors, notre pari de Safe Software pour ce qui est le machine learning, ça serait la détection d'objets. D'accord. À partir d'une image ou d'un échantillon d'image, essayer de détecter la présence ou l'absence d'un objet sur notre image. Et si, en cas de détection, de bien la délimiter. Comme dans le cas précédent de l'étude naturelle du langage, la procédure, c'est un peu similaire. Safe Software, pour l'instant, il nous propose de
des modèles qui sont compris déjà dans les transformers de détection. Un transformer, c'est Raster Object Detection. Qu'en fait, il nous propose des modèles de détection de visages, de corps, d'animaux et d'objets. Mais on a aussi également la possibilité de créer des modèles personnalisés pour essayer de détecter des objets qui nous intéressent de localiser. Alors, comme le cas précédent, il y a une étape préalable de préparation de jeux de données qui vont servir à l'entraînement. Tout d'abord, on doit sélectionner tout un échantillon d'images qui contient l'objet et qui vont configurer ce qu'on va appeler, on va faire un paramètre, on va créer un fichier qui va définir l'emplacement de l'objet dans chacune des images qu'il contient. Également, on doit avoir un échantillon d'images qui contient pas l'objet, qui va représenter qui va constituer un fichier de background qui nous apprend, qui montre un peu le fond. En fait, l'intérêt, c'est d'avoir des images qui ressemblent. Les unes ont l'objet, pas les autres. Comme ça, on permet de faire plus facilement la différence entre un fond et l'objet qu'on cherche. Une fois on a réussi à avoir bien les jeux de données, on va faire une phase d'entraînement et qui va nous générer un fichier XML qui va être le modèle qu'on utilisera ensuite pour la détection des objets. Alors, l'étape peut-être la plus importante, ça va être la préparation des jeux de données. Il y a plusieurs façons. FME nous en propose deux. Une première, ça consiste à l'utilisation d'un transformer qu'à partir d'une seule image contenant l'objet, une image de l'objet, il va nous générer deux répétitions de cette même image en la transformant. D'accord? On peut lui donner un chiffre, par exemple, il va lui dire de nous créer 1000 images qui vont être une répétition de cette même image avec des petites transformations. Ces jeux de données-là, il n'est pas très conseillé, il n'est pas préconisé à l'utilisation parce que les résultats, ils sont vraiment pas très bons. Alors, la procédure qui est vraiment conseillée, c'est de nous-mêmes, avec nos images, bien délimiter les objets qu'on cherche. Dans ce cas, par exemple, on va essayer de faire la détection d'avions. Alors, il n'y a pas un logiciel sur FME pour créer les jeux de données et bien définir la localisation de l'objet, mais FME nous donne la possibilité de travailler avec la librairie OpenCV. Avec cette librairie, on pourrait vraiment, ça c'est un extrait de OpenCV, alors on fait défiler toutes les images et on va s'amuser à délimiter les objets. C'est une phase qui est un peu lourde, qui est longue, mais qui est très, très, très importante pour avoir un bon modèle de détection de l'objet. Ensuite, une fois on a généré nos fichiers de jeux de données, définissant les jeux de données, on va pouvoir faire l'entraînement et ensuite la détection d'objets. À niveau de transformer, comme on voyait les deux façons de préparer les jeux de données, premier transformer, c'est Raster Object Detector Sampler Generator. Celui-ci, à partir d'une image, il va nous faire les répétitions, comme je disais tout à l'heure. Un deuxième transformer qui fait le même boulot, c'est Raster Object Detector Sampler Preparer. Avec celui-là, on va mettre en entrée le fichier qui sort de OpenCV, qu'on a délimité les objets. Ensuite, un transformer pour l'entraînement, Raster Object Detection Model Trainer, et finalement Raster Object Detector pour la détection. Si on essaye de voir un cas pratique, par exemple, ici, finalement, c'est pas des traitements très compliqués. Ce qui va être plus compliqué, peut-être, c'est après arriver à montrer le résultat. Mais en elle-même, la détection, c'est deux fois un seul transformer qui l'a fait. Dans ce cas-là, j'ai une image en entrée, et avec mon Raster Object Detector, je vais utiliser la détection de visage par défaut qui est proposée par FME Desktop. Comme on voit, je vous disais, on pourrait aussi le modèle par défaut, il y a des corps, des animaux, et dans chaque des modèles, je peux choisir si je veux de visage, de face, de côté, de profil. Dans ce cas-là, je vais choisir un visage et frontal.
on va lancer pour voir si il détecte bien le visage. J'ouvre. Si, on peut voir que sur l'image, les 11 visages sont bien délimités et bien reconnus. Si, ce qu'on veut faire, c'est la détection d'un autre type d'objet avec un modèle personnalisé. Tout d'abord, comme vous voyez, on a deux possibilités. D'un côté, le sample générateur, que uniquement, on doit rentrer une image et je lui dis le nombre de répétitions que je veux, comme je vous disais tout à l'heure. On doit aussi également rentrer tout un échantillon d'images négatives qui ne contient pas l'objet. Ici, ce transformer-là, il va nous sortir un fichier background et un fichier au point bec avec les images positives. L'autre option, comme vous voyez, c'était le sample preparateur. Alors ici, j'ai également mon dossier d'images sans l'objet et un fichier annotation TXT, que c'est celui qui ressort de la librairie OpenCV. Également, en sortie, je vais avoir un fichier background et un fichier au point bec de mes images positives. Ensuite, une fois que j'ai obtenu ces deux fichiers, je peux faire mon entraînement. Pour ça, j'ai le raster Object Detector Model Trainer, où je vais rentrer mon fichier .bec, mon fichier background, et je vais générer un XML en résultat qui va être mon modèle. Ces modèles-là, je vais l'introduire en entrée dans le raster Object Detector. Alors, je vais choisir, dans ce cas-là, au lieu de modèle proposé pour FME, un modèle custom, et mon fichier XML, résultat de l'entraînement. Dans ce cas, le fichier XML que je veux utiliser, c'est un modèle pour la détection de panneaux desktop routiers. Alors, ici, j'ai un ensemble d'images et je vais essayer de détecter s'il y a bien le panneau stop ou pas. Je lance le traitement. Et je vois ici le résultat de toutes mes images. Vous pouvez voir plus clair. Je fais une petite animation. Et on voit que le panneau sans interdit, c'est pas reconnu. Ici, il y a un stop qui est reconnu, pas l'autre. Mais en général, la plupart des stops sont reconnus. Alors, ces modèles-là qu'on crée, ils fonctionnent assez bien. Ce qui se passe, c'est la difficulté de réaliser un bon modèle. Et il faut vraiment passer beaucoup de temps pour obtenir de bons modèles. Et voilà, jusqu'à là, la présentation de nouveautés. Merci de votre attention.